En manchette ce soir, Maire au front dévoile ses analyses sur la neige souillée à Rouyn-Noranda. Des contaminants de la fonderie Horn auraient été retrouvés au-delà de la zone tampon. La pollution s'étend plus au sud, jusqu'aux berges du lac Ossisco, la berge nord. Journée historique des Premières Nations pour la protection des jeunes. C'est une loi Anishinaabe qui va être au niveau de la service à l'enfance et à la famille, justement pour que ce soit notre image, que ce soit pour la guérison, pour aider toutes les familles. Les victoires écrasantes des Huskies devant leur nouvel entraîneur. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Maire au front a dévoilé les résultats de la présence de polluants dans la neige souillée qui a été retrouvée l'an dernier autour de la fonderie Horn. Et selon cette analyse réalisée par la firme Veritas, les contaminants s'étendent bien au-delà de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda, Kimberly Hall. Et pauvre Émile Nelligan, s'il pouvait vivre aujourd'hui, il pourrait dire « Ah, que la neige a neigé !» mais elle n'est pas très propre quand elle neige maintenant. Les résultats confirmeraient que la présence de contaminants dans la neige est élevée sur tout le territoire urbain de Rouyn-Noranda. La neige recueillie en novembre 2022 et mars 2023 indique qu'une quantité élevée de contaminants irait jusqu'à la rive sud du lac Ossisco, ce qui est à environ 2 km de la fonderie Horn et même plus loin dans la province. On voit des contaminations importantes d'arsenic, de plomb, de cadmium, de nickel. En fait, ça, c'est les 3 métaux métalloïdes qu'on a fait analyser dans une firme accréditée, donc un bureau d'analyse accrédité de Montréal. Ça retombe pas uniquement à Montréal, ça retombe un peu partout en Amérique du Nord. Alors, les trajectoires de 48 heures amènent les retombées à Toronto, à Trois-Rivières, à Québec. Donc, la fonderie Horn pollue large. Selon la firme Veritas, la raison pourquoi cette poussière stagne sur le sol plus longtemps en hiver, c'est que contrairement aux autres saisons, les polluants s'accumulent sur la neige au lieu de se disperser avec la pluie et le vent. Ce qui tombe sur la neige reste dans la neige parce que c'est emprisonné dans la structure cristalline de la neige. Alors, quand la neige fond au printemps, ça laisse au lieu de fondre un sol très contaminé. On appelle ça le choc toxique au printemps. La compagnie Glencore a publié un communiqué indiquant qu'elle ne commentera pas les résultats, mais elle est sensible aux préoccupations de la communauté rouyn-norandienne. L'entreprise rappelle qu'il y a eu une réduction de 70 d'émissions d'arsenic dans l'air depuis 2005. Après la conférence, Maire au front ont symboliquement organisé une tire d'érable sur la neige provenant de Rouyn-Noranda pour envoyer un message fort au gouvernement. C'était qu'on a apporté des petites bouteilles avec l'eau de fonte de Rouyn-Noranda qu'on va envoyer à quelques ministres et à M. François Legault aussi. On voulait venir lui emporter une en main propre, mais on nous a dit qu'il n'était pas là. Étant donné que les polluants émis par la fonderie Horn ont leur propre signature, les experts en environnement et Maire au front souhaitent continuer à faire d'autres analyses. L'objectif est de savoir jusqu'où cette poussière peut aller et si des pistes de solutions peuvent être trouvées. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Victoire pour les communautés des Premières Nations. C'est ce matin que la Cour suprême du Canada a confirmé la validité de la loi C-92 qui permet aux communautés de s'occuper eux-mêmes des services à l'enfance et à la famille. Qu'Emilia Laliberté nous explique le tout. J'étais vraiment contente, heureuse puis fière des Premières Nations, de ce moment historique qu'on puisse avoir notre propre loi. Les nations autochtones pourront prendre en main le contrôle des services de protection à l'enfance sur leur territoire. Pour les communautés de Kitsakik et de Lac-Simon, c'est jour de victoire en termes d'autonomie gouvernementale des Premières Nations. C'est vraiment une reconnaissance de l'autonomie gouvernementale sur les questions de protection de la jeunesse de nos Premières Nations. Donc, c'est de notre responsabilité, de notre juridiction. Pour nous, là, c'est une décision qui est historique. Ça va nous permettre aussi d'envisager mieux au niveau de cette autonomie gouvernementale-là qu'on veut créer avec nos autres partenaires. Après le dépôt de la loi C-92 par le gouvernement Trudeau en 2019, Québec s'y était opposé et remettait en doute la constitutionnalité. Après plusieurs années de négociations, c'est donc un jugement qui était attendu avec impatience chez les Premières Nations. Nous sommes déjà en train de travailler sur notre propre législation depuis déjà quelques années maintenant.
notre propre législation qui va toucher nos enfants et nos responsabilités vis-à-vis notre communauté. Créé en 2020, l'organisme Mino Obichi-Wassine, situé à Val-d'Or, a eu le mandat de rédiger une loi pour accompagner les communautés de Kitsakik, Lac-Simon, Picogan et Longue-Pointe dans leur service de protection à l'enfance. Pour la directrice Peggy Jérôme, il était essentiel de mettre en place une gouvernance proprement autochtone et culturellement adaptée. C'est une loi Anishinaabe qui va être au niveau de la service à l'enfance et à la famille, justement pour que ce soit à notre image, que ce soit pour la guérison, pour aider toutes les familles. C'est quand même un système étranger qui vient imposer sa loi, ses façons de faire. C'est des gens qu'on n'a jamais vus qui viennent gérer nos familles. C'est plus rassurant de voir ton propre monde venir intervenir chez vous. Mino Obichi-Wassine compte poursuivre ses consultations avec les 4 communautés Anishinaabe de la région et compte déposer son projet de loi en hiver 2025-2026. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Un dossier qui est donc à suivre. On passe maintenant dans le secteur minier. La compagnie ontarienne Stria Lithium a acquis 12 titres miniers en Abitibi pour le projet Jérémia. C'est donc un total de 683 hectares à côté de Saint-Mathieu-d'Aricana et qui est accessible par des chemins forestiers privés. Stria Lithium compte effectuer un échantillonnage dès mars prochain après avoir eu les accords et les permis délivrés. Le PDG affirme que le moment est plutôt idéal pour développer des projets autour du lithium en Amérique du Nord avec des prix plutôt raisonnables en raison de la baisse du prix du lithium actuel sur le marché mondial. On en parlait hier des impacts du redoux dans la région. Eh bien, les températures douces ont aussi eu raison d'activités hivernales à la Sarre. Les glissades du club de golf Betty, les sentiers de ski de fond et la patinoire extérieure de la 12e avenue sont fermés jusqu'à nouvel ordre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Québec octroie plus de 2 millions de dollars pour intégrer des activités culturelles dans le parcours éducatif des jeunes au Québec. On vous dévoile le nombre de projets dans la province dans quelques minutes. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Dans le cadre d'une tournée organisée par les SADC de Rouyn-Noranda, du Témiscamingue, de la Vallée de l'Or et de Barreau de Sainte-Pierre-Réunion, David Côté, l'une des têtes d'affiche de la série dans l'œil du dragon et cofondateur de Loop Mission, a présenté sa conférence sur l'économie circulaire. L'initiative s'inscrit dans une volonté commune des SADC de la région de soutenir et d'intégrer le virage vert des entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Québec octroie plus de 2 millions de dollars pour intégrer des activités culturelles dans le parcours éducatif des jeunes au Québec. Et c'est donc 96 projets qui seront développés et qui vont permettre à environ 30 000 jeunes de participer à davantage d'activités culturelles dans toutes les régions du Québec. Depuis le lancement du premier appel de projet en 2018, un budget total de 11,64 millions de dollars a permis la réalisation de plus de 580 projets culturels dans tout le Québec. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait, y a-t-il assez d'initiatives pour intéresser les jeunes à la culture? Vous avez répondu oui à 57%. Et toujours au culturel, le court-métrage de la native de Ville-Marie, Gabrielle Gingras, fait partie des sélections du Carrousel international du film de Rimouski. Le temps des orages sera donc présenté lors de la soirée d'ouverture le 1er mars prochain pour la 41e édition de l'événement. Gabrielle Gingras se dit d'ailleurs honorée du choix du festival et on rappelle que le temps des orages avait été diffusé en premier au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue en octobre dernier.
La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'Abitibi-Témiscamingue regorge de salles d'exposition. Ici, c'est facile de voir de l'art. À Rouyn-Noranda se trouve, entre autres, le MA Musée d'art. Chaque année, le Musée d'art propose une programmation diversifiée d'ici et d'ailleurs qui fait le bonheur de ses visiteurs. Dans quelques heures, le Musée d'art fera l'inauguration de sa nouvelle exposition permanente. Jean-Jacques Lachapelle, merci de nous recevoir à quelques heures de l'inauguration de l'exposition permanente, la nouvelle, au MA. Comment on fait ça? Comment on prépare ça, une exposition permanente? Parce qu'on sait que ça va être là pendant quelques années. On a choisi de présenter les œuvres des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue et un petit peu aux environs qui faisaient partie de notre collection. C'est ce qu'il y a un fil conducteur, une thématique? On voulait un peu introduire le visiteur dans une sorte de parcours de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, les œuvres sont disposées comme si on rentrait par le parc et puis là, on circule à l'intérieur de l'Abitibi-Témiscamingue et on finit bien sûr par le Témiscamingue. Au lieu de mettre des murs blancs, planchers blancs, puis isoler les œuvres, j'ai décidé de les réancrer dans le territoire. Les murs roses, c'est les couchers de soleil qui m'avaient frappé quand je suis revenu en Abitibi-Témiscamingue, comment le coucher de soleil, l'aube aussi, parfois peut être d'un rose absolument incroyable. Mm-hmm. Le tapis bleu fait référence aux nombreux lacs qu'on a. On a mis quelques petits conifères là, en peluche. On s'est dit, les enfants aiment toucher des choses, fait qu'on va leur faire toucher ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a travaillé aussi avec un artiste autochtone pour faire la signalétique. Donc, c'est des animaux accompagnateurs, si on peut dire. C'est Sky Paulson qui les a dessinés. Et on a quelques artistes autochtones. Et on a aussi des artistes qui vivent en Abitibi-Témiscamingue, mais qui proviennent d'ailleurs. Congo, Brésil. Ce mélange-là m'apparaît intéressant, parlant. C'est à la fois une antériorité du territoire, une histoire portée par les Autochtones et des vagues successives d'immigration qui viennent modifier le territoire, donner l'empreinte, tout ça. Que les grands comme les petits vont trouver leur compte. On a pensé beaucoup famille. On a d'ailleurs développé un guide virtuel en réalité augmentée. Des étudiants du cadre qui ont développé un personnage que nous, on a appelé le trickster, qui fait référence à la fois à un personnage qui change de forme et qui est présent dans la culture autochtone, mais qu'on retrouve aussi dans à peu près toutes les cultures. Et là, ils ont choisi le coyote, qui, lui, donne des petits défis, puis en fait des gaffeurs, il joue des tours, puis là, il détruit des tableaux, puis là, il faut les reconstituer. Est-ce que tu peux me parler de la réserve? Une chose qu'on dévoile aussi aujourd'hui, le 1er février, c'est un concept qui n'existe dans aucun musée d'art au Québec présentement. OK. Ça existe dans d'autres musées. C'est la réserve ouverte au public. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'entasser à la noirceur des œuvres, là, on a pris une salle d'exposition temporaire et là, on la transforme en réserve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres de notre collection qui sont présentées à la fois dans des conditions idéales de conservation, mais accessibles au public. OK. Et ça, c'est vraiment, on est très fiers de ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont venir visiter l'exposition permanente? Je n'ai pas trop à la sauvette parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à voir. L'accès continue d'être gratuit, donc que les gens profitent. Pour une immersion dans le riche patrimoine artistique de la région, une visite au MA, Musée d'art de Rouyn-Noranda, est tout indiquée. Cette expérience sera plaire aux petits comme aux grands. Après le ski de Rouyn-Noranda, c'est au tour des Foreurs de Val-d'Or d'affronter le Titan ce soir à domicile. Est-ce que le Vert et Or va avoir une victoire aussi écrasante? On met la table pour ce match dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Avec une victoire impressionnante de 11-0, le Ski n'ont pas manqué d'impressionner leur nouveau coach Steve Hartley. Plusieurs joueurs ont d'ailleurs eu l'occasion de se démarquer. Un compte-rendu d'Anthony Dallaire.
11. C'est le nombre de buts inscrits par les Huskies contre le Titan d'Acadie Bathurst hier soir. 7 de ces buts ont été marqués seulement dans la première période. Le meilleur marqueur de la Ligue, Antonin Véro, s'est offert un festin offensif avec une récolte de 6 points. Pour sa part, le gardien William Rousseau a établi un record d'équipe et de Ligue avec son 7e blanchissage de la saison. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est la fougue du nouvel attaquant des Huskies, Samuel Savoie, qui a ouvert les compteurs avec sa nouvelle équipe en marquant 2 buts. Ouais, c'est sûr que c'est le fun de voir ça après 5 mois, 4 mois de rehab. Je pense que c'était tough un peu mentalement, battler cette injury-là de mon fémur. Mais là, regarde, je suis ici avec les bons joueurs que je joue avec, puis même les coachs qui font un excellent job. Le niveau coach, il a vraiment bien fait ça ce soir. Juste une game plan, puis les gars, on était tous pompés pour lui un peu de travailler un petit peu en extra gear. Puis je te dirais que tout a bien été, puis je suis vraiment fier de la game des boys ce soir. Là. De son côté, le nouvel entraîneur Steve Harkley se dit satisfait de sa première présence derrière le banc des Huskies. Le message était simple. On a une équipe qui a beaucoup de talent, que quand on se sert de nos atouts, ça peut donner ce résultat-là qu'on a vu ce soir. Ceci étant dit, il croit que l'équipe peut faire mieux et avoir plus de mordants. À 18 matchs de la danse printanière, il ne veut pas défaire complètement ce qui a été construit par son prédécesseur. Pour lui, les prochaines semaines serviront à ajuster des détails qui font défaut à la meute. C'est un très beau défi. Je l'ai vécu en tant qu'entraîneur adjoint à Halifax en 2013, où on a gagné la Coupe Montréal. Puis je l'ai aussi vécu en 2019 à Drummondville, où on avait perdu dans le carré d'as. Puis c'est ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui. Rendu dans le carré d'as, les 4 équipes vont avoir du talent. Puis c'est plus une question de talent. Ça devient une question, la ligne est mince, ça devient une question de désir, puis d'être prêt à faire les choses, d'accepter ton rôle. Pour vouloir faire la différence en séries éliminatoires. Les Huskies ont maintenant une pause de 2 jours avant leur prochain match prévu dimanche à domicile contre les Tigres de Victoriaville. D'ici là, le nouvel entraîneur aura du temps pour s'acclimater à son nouveau vestiaire. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rwanda. Et ce soir, c'est au tour des Foreurs de recevoir le Titan dans un premier de 2 matchs en 24 heures à la maison. Yoann Carrière met la table pour cet affrontement. Les Foreurs ne se le cachent pas, il y a fort à parier que le Titan d'Acadie Bathurst voudra connaître un fort match au lendemain de sa sortie difficile à Rouyn-Noranda. Le Varéor n'a pas disputé de match depuis samedi dernier et a pu profiter d'une semaine plus reposante. Mais il est temps pour Maxime Desruisseaux et ses joueurs d'appuyer sur l'accélérateur afin de bien terminer la saison. Bien, on a beaucoup de 3 en 4 là, depuis un certain temps, puis même de ce qui s'en vient. Donc, ça a été plaisant de pouvoir donner un congé aux joueurs là, dimanche, lundi, d'avoir 3 belles pratiques consécutives. Donc, c'était une belle semaine. Ça, c'est le fun, là, quand on peut passer du temps à travailler des choses avec les jeunes. Donc, c'est plaisant, mais oui, assurément, ça a été bénéfique. Pour la rencontre de ce soir, les Foreurs seront privés des services de Nathan Brisson, suspendu pour un match. Étant donné son rôle important au sein du désavantage numérique, l'entraîneur-chef avoue que son équipe devra éviter le banc des punitions, mais que d'autres joueurs sont prêts à prendre le flambeau au besoin. On a une belle brochette de gars qui s'impliquent en désavantage numérique, puis mais regarde, ça va donner l'opportunité à quelques-uns de peut-être justement avoir un petit peu plus de temps de glace en l'absence de Nathan Brisson, mais c'est un gros morceau qui ne sera pas là ce soir, mais regarde, j'ai confiance, la vibe est bonne, on a eu une belle semaine de pratique, donc bien content. Je pense qu'on fait tous les petits détails avec Max 2, même en 5 contre 5, si on bloque des shots, dans ce game-là, tous les petits détails vont être importants, fait que bloquer une shot, étendre le bâton pour couper l'espace de l'adversaire, c'est ça qui fait la différence, puis on le fait très bien ces temps-ci, fait qu'on veut juste continuer dans cette mentalité-là. Les Foreurs s'accrochent toujours à l'espoir de participer aux séries éliminatoires. Malgré un retard de 8 points sur la 16e et dernière place qui donne accès à la danse printanière, les joueurs ne jettent pas l'éponge. Encore dans le même mindset, on s'en va vers la bonne direction, je pense. Toute l'équipe pousse dans la même direction, c'est une bonne nouvelle, puis ça va commencer à sortir. On a une belle opportunité devant nous pour le reste de la saison, puis on va prendre toutes les chances pour la saison. Et pas plus tard que ce matin, là, le groupe de leaders ont présenté de quoi au reste de l'équipe. Il y a des matchs atteignables en masse d'ici la fin de la saison, mais ça va être à nous de ces parties-là où on se doit d'aller chercher des points, qu'on soit prêt, qu'on le fasse. Puis les gars le croient encore. Je suis vraiment content de voir ça de la part de notre équipe. Les Foreurs sont également en action samedi alors qu'ils recevront les Tigres de Victoriaville. Le Varéor a encore 20 rencontres à disputer au calendrier et 10 d'entre elles sont contre des équipes de la première moitié du classement général de la LHJMQ. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De leur côté, les Forestiers d'Amos sont sur la route cette fin de semaine pour 2 matchs contre le Phénix du collège Esther Blondin. Amos se renoue donc avec ses adversaires de la semaine dernière, qu'ils avaient d'ailleurs vaincu 4-3 en tir de barrage avant de s'incliner 4-0 le lendemain.
Les 2 rencontres de cette semaine sont prévues demain à 19h et dimanche à 13h30. Les hommes de Sean Lanoue pointent actuellement au 3e rang de la division CCM du Midget AAA, 12 points devant le Phoenix et à 1 point du Rousseau Royal de Laval-Montréal au 2e rang. Dans la GMHL maintenant, c'est une autre fin de semaine aussi chargée pour les équipes de la région qui disputent chacune 2 matchs. Le Bécard de Sainte-Terre est d'abord en action ce soir contre les Lynx de West Nipissing. Les 2 adversaires se retrouveront également demain. Pour les Titans de Témiscamingue sont aussi au programme ce soir alors qu'ils reçoivent les Spartans. Les Titans affronteront ensuite les Knights de Mitford dimanche. Et de leur côté, les Pirates de Ville-Marie affronteront les mêmes adversaires que les Titans, soit les Knights samedi et les Spartans dimanche. Bon, on passe maintenant au curling puisque c'est demain que débute le championnat provincial des maîtres au club Sport Belvédère de Val-d'Or. Ce tournoi réunit 16 équipes masculines et 6 équipes féminines dont les membres sont âgés de 60 ans et plus. Du côté masculin, 4 équipes de l'Abitibi-Témiscamingue prennent part au championnat. Le tournoi masculin se déroule demain à mercredi prochain et celui des femmes prendra le relais à compter de jeudi jusqu'à dimanche le 18 février. Les équipes championnes vont représenter le Québec au championnat canadien en avril au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et finalement, le championnat de ski alpin de la CEMAC a débuté aujourd'hui au centre plein air du Mont-Kanasuta à Rouyn-Noranda. Des skieurs de 5 régions du Québec, soit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Est du Québec, de la Mauricie, de la Côte-Nord et la nôtre, se rencontrent pour se comparer à l'échelle provinciale chez les U14 et U16. Cet avant-midi, une descente de slalom géant a eu lieu et d'autres se sont tenus cet après-midi. Et dimanche, le championnat se transporte au Mont-Vidéo de Barrault normalement. Mais on vient d'apprendre que la station de ski est fermée en raison des conditions météorologiques. Par contre, on ne sait pas encore si ça peut avoir un impact sur la compétition. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est encore de la pluie dans la région qui va peut-être se changer en faible neige intermittente au cours de la nuit avec des nappes de brouillard. Il va faire un minimum de 1 degré. Pour demain, on s'attend à de la faible neige intermittente qui devrait se changer en pluie intermittente en après-midi avec des nappes de brouillard qui devraient se dissiper le matin et les températures seront stables avec 2 et 3 degrés. Et finalement, pour dimanche, ce sera des nuages sur tous les secteurs avec un maximum de -4. D'ailleurs, dimanche, c'est le fameux Super Bowl, donc si vous le regardez, je vous souhaite de passer un très bon match. Je vous souhaite aussi de passer une belle fin de semaine et un bon dimanche et on se retrouve lundi.